Je mets ça du coup. Ouais, vas-y. Ça permet de savoir si on parle bien dans le micro ou pas. D'accord, je suis assez proche. Non. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. C'est vrai qu'il y a un nouveau récit, mais on en parle de plus en plus. Nouveau récit. C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont pas nouveaux, ces récits. Ouais. C'était évident ça. Tu sais ce que c'est, nouveau récit? J'ai écouté ce matin en venant un petit peu. Ouais. Ouais, et j'ai trouvé ça. Mais juste ce matin. Oui. Donc t'as écouté sans savoir où tu mettais les pieds. Un peu. Ouais, va falloir changer ça. Hein. T'as écouté quoi? J'ai écouté les 2-3 premiers. J'ai écouté pas mal le début. J'ai écouté We Do Good. Ouais, le dernier, Érable, ouais. T'as bien aimé? Ouais, c'était intéressant. Bah, en plus, ça nous intéresse à titre perso, en fait. Bah oui, évidemment. Non, j'ai écouté un petit peu les différents... C'est marrant, c'est assez éclectique, en fait, hein, ce que tu essaies de trouver. C'est surtout des personnes qui essayent de changer, par contre, leur système. Ouais. Je m'intéresse à deux choses. Tu auras remarqué quand même qu'on a commencé depuis tout à l'heure. Bon, toi aussi, j'imagine. Les individus et leurs idées. Donc, leur parcours et la manière dont ils veulent transformer un petit peu ou participer à la transformation de notre société. Oui. Parce qu'on voit que ça déconne. Enfin, franchement, il faut être un peu débile pour se dire... Et c'est très, très drôle parce que j'ai vu un reportage où il y a des platistes, tu sais, c'est... Oui. Et en fait, ils organisent pour génial. $30 000 des expéditions en Antarctique pour s'apercevoir en fait qu'effectivement, c'est nous qui tournons autour du soleil, quoi. Ouais, c'est marrant, moi j'aime bien. Ouais. C'est cool d'avoir une vue totalement différente de notre planète à ce point-là. Ouais. Même si c'est évidemment pas l'idée que je partage. Mais je trouve ça assez fun, en vrai. Alors moi, je trouve très, très courageux de leur part d'avouer à un moment donné, ok, on s'est trompé. C'est très dur. C'est chaud, hein. Mais là, et les mecs, ils y vont, ils veulent avoir le cœur net. Ils dépensent $30 000 juste en fait pour se rendre compte qu'ils ont été cons toute leur vie, tu vois. Oui, il y a une vidéo qui traîne d'un platiste justement qui en parle. Et ça a l'air dur. Ouais, ça a l'air super dur comme moment. Mais c'est sûr, hein, des convictions, c'est dur de les changer quand même. Eh ben, là, je sais pas, en fait, si avec Nouveau Récit, on peut vraiment changer les convictions, parce que si on peut pas prouver à un gars que la Terre, juste par des preuves scientifiques sur lesquelles on source que la Terre est ronde, bon, c'est pas un podcast, en fait, qui va y arriver, mais ce qui est bien, c'est de montrer, de décortiquer aussi, de décrypter ce monde qui change d'une part, comment on le fait, donc ces nouveaux modèles, les idées sous-jacentes, parce que moi je crois beaucoup aux idées, aux concepts, et comment ensuite sont nés ces idées et ces concepts. Et évidemment, ça vient en règle générale de son parcours. Donc voilà. Alors après, vous à Austria, donc tu es Camille Kalenek, l'un des 4 fondateurs d'Austria. On va tout à l'heure en parler. Mais pour recentrer juste 2 secondes sur Nouveau Récit, on voit bien que les principaux enjeux aujourd'hui, ils sont quand même écologiques. Alors, on sait qu'il y a de l'éco-anxiété, on sait que on n'a pas forcément... On en a conscience, mais on n'a pas forcément envie d'en parler, ni d'en entendre parler. Enfin, tout ça, ça génère quand même un petit peu d'inquiétude. Je le sens. Ouais, bah pas chez moi. Pas chez moi. Bon, maintenant, depuis 17 mois, j'ai une fille. Hein. Mais je suis assez serein, mais parce qu'il y a des personnes comme toi, parce qu'il y a des personnes engagées, parce que je me dis, en fait, qu'à force, les choses changent lentement, mais voilà. Je rentre pas chez moi tremblant, stressé, en me disant, en fait, c'est la fin des haricots. Tu gardes l'optimisme. Ouais, je suis de nature assez optimiste. Ouais. J'ai l'impression que toi aussi. Mais ça, c'est ce que les Alsaciens ont en commun. et donc, on fait de Nouveau Récit un espace de dialogue sur les sujets liés
vraiment pas à l'écologie, mais l'écologie est vraiment ce fil rouge qu'on suit sur le développement économique aussi, parce que c'est comme ça que notre société est organisée, sur les sujets démocratiques aussi, parce que justice sociale. Et moi, je suis vraiment très, 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 très content de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour parler de cette initiative qui est vraiment quand même très cool. Et je vais le dire en 2 secondes. Vous recyclez des coquilles pour en faire un matériau biosourcé. Je pense que c'est à peu près ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, des plans de travail, des tables et plein d'autres choses dont tu vas nous parler. OK ? Oui, bien sûr. Mais tu m'as dit un truc hyper intéressant, déjà. C'est que tu es de Saint-Brieuc. Et à Saint-Brieuc, on fait de la coquille Saint-Jacques. À Saint-Malo et à Cancale, on fait des huîtres. Oui, tu as nos sources d'approvisionnement, là. Ouais, on fait des moules pas loin aussi. Ouais. C'était quoi ton enfance à la baie de Saint-Brieuc ? Parce qu'en fait, en plus, dans les cofondateurs, Théo et Tanguy, c'est des amis d'enfance de Saint-Brieuc. Ah ouais ? Ouais, on est très proches de l'environnement marin. En fait, on était tous, depuis le début, baignés dans l'environnement marin, parce qu'on a tous fait des sports nautiques. Ouais. Donc ça nous a tous beaucoup touchés, en fait. Enfin, on se sent proche fait, de cet environnement. Vous êtes rencontrés au centre nautique de Plérin, c'est ça ? Non, à la petite section, donc ça date un peu. D'accord. Non, on est vraiment très proches depuis très longtemps. Et puis il y a Maxime, le 4e cofondateur, qui vient pas de Saint-Brieuc, mais qui vient de Google, là où je bossais avant. Ouais. Mais en fait, l'enfance à Saint-Brieuc, c'était avant tout beaucoup de nature, beaucoup de sport et une proximité en fait très forte avec l'environnement marin. Et après, les coquillages, pour être honnête, on les voyait pas, hein, on s'y intéressait pas du tout à cette époque. Hein. Mais c'est pour, sans vouloir court-circuiter le parcours, hein, mais c'est le grand frère de Tanguy est ostréiculteur. Ok. Donc il y avait à la fois cette envie de se rapprocher de l'environnement marin, dans le monde professionnel en tout cas, dans ce qu'on faisait. Et puis il fallait une opportunité. Et l'opportunité, en fait, c'est Tanguy qui l'a découverte à travers le métier de son grand frère. D'accord. À quel âge à quel moment ? En fait... C'est quoi ? Vous êtes réunis autour de la table, vous avez dit, nous, on a envie d'entreprendre ensemble, on fait quoi ? On fait comment Ah bah tiens, moi j'ai mon frère, il est ostréiculteur, il y a peut-être un truc à faire. Ostréiculteur. Non, en fait, malgré qu'on soit de Saint-Brieuc, en fait, on a eu tous des parcours très différents. Donc, par exemple, Théo est parti aux Beaux-Arts, Tanguy est parti en achat et en finance, et moi je suis parti en tech, où j'ai rencontré du coup Maxime, le 4e cofondateur. Ouais. Et en fait... moi, j'étais pas fan de mon job. Je trouvais pas... il y avait pas énormément de sens dans ce que je faisais. Et du coup, j'ai commencé à chercher des idées d'entrepreneuriat. Et j'ai dit à Tanguy, Tanguy, il y a peut-être des trucs dans les algues. Et il me dit, je pense que tu te trompes, hein, parce que je viens de voir mon grand frère. Et il se trouve qu'en fait, il recycle pas ses déchets coquillers. Il paye 160 € la tonne pour les faire enfouir avec les déchets non recyclables. Ouais. Et là, je me dis, il y a peut-être une idée à creuser. Donc, il a vraiment eu l'idée, Tanguy, de ce gisement. Ouais. Et là, on s'est dit, qui on a, qu'on connaît, qui est très fort dans l'univers des matériaux et aussi en créativité. Et du coup, on a connecté avec Théo, qu'on connaît très bien, c'est un ami d'enfance, et qui est touche à tout. Il est capable vraiment de décortiquer n'importe quel matériau pour comprendre sa chimie. Et on l'a branché avec les coquillages. Et du coup, il a dit, attendez, c'est du carbonate de calcium. Ça s'utilise massivement en fait, dans les matériaux, notamment de construction ou d'aménagement. Et on a commencé à faire nos tests comme ça. Et Maxime, on l'a embarqué très vite dans le projet, puisque Maxime, il était un peu dans ce même état d'esprit. Il avait vraiment une volonté d'entrepreneuriat. Et d'entrepreneuriat avec du sens, évidemment. Ouais. Et que faisaient les 2 autres comme job ? Donc Tanguy, il travaillait en fait il s'occupait d'une centrale d'achat pour des groupes hôteliers. Et Théo, il était responsable du laboratoire de fabrication aux Beaux-Arts de Rennes. Ok, donc d'où le fait qu'il était familier de ces sujets. Ouais, moi j'aimais beaucoup, même avant Austria, passer au Fab Lab de là où Théo était, parce qu'il y avait tout le temps plein de nouvelles machines, plein de nouveaux matériaux en découverte. C'était un endroit très excitant. Okay, il est âgé de formation ? Non. Non, pas du tout, ah ouais. Il a un diplôme des Beaux-Arts, quoi. Ah ouais. Ah, c'est drôle.
Je pense qu'on va parler un petit peu en long, en large et en travers de l'huître. Je sais pas, mais c'est vrai que moi je me suis toujours questionné sur la coquille de l'huître pour une raison assez simple. C'est que je trouvais ce déchet absolument... En fait, c'est pas un déchet à la base. Oui. C'est un être vivant. On l'ouvre, on le bouffe et on le jette. Oui, après, les déchets, on a beaucoup d'êtres vivants qu'on considère comme des déchets à la fin. Bah oui, c'est pareil. Moi, j'étais un peu dégoûté, tu sais, quand j'étais petit par les moules, parce que je voyais mes parents en manger, il en restait plus à la fin qu'au début. Et donc, tu les jettes. Et quand tu as envie de faire une petite sortie romantique, tu vas au Bélon, tu prends tes huîtres, tu te fous dans la crique, tu les manges et tu les jettes dans l'eau. En fait, au pied, dans l'eau, en fait, tu as plein de coquilles ouvertes, juste parce qu'après les avoir bouffées, on les jette. C'est dégueulasse. Tu vois ? Donc, ce retour à la mer, je le voyais comme assez... Et je me suis toujours posé la question de savoir, effectivement, moi-même, il y a longtemps, quel était l'avenir de ces coquilles. Et c'est très drôle, la façon dont vous êtes un petit peu lancé dedans. Bah, c'est en fait le problème de c'est un déchet aujourd'hui, c'est considéré comme un déchet, mais le problème de ces coquilles, c'est qu'elles s'incinèrent pas, elles n'ont pas de valeur calorique quand tu les brûles, c'est imbrûlable, et donc du coup tu es obligé de les enfouir. Tu peux pas et ça se recycle peu aujourd'hui, parce qu'en fait le coquillage, que ce soit huître, moule, Saint-Jacques, ça se recycle depuis des siècles, mais avec peu de valeur ajoutée. Donc pour l'amendement des sols, pour l'élevage aussi. Mais ça ne s'est pas développé parce que l'innovation, elle n'était pas suffisante pour contrecarrer ce qui existait déjà comme produit peut-être un peu plus chimique et plus efficace. Donc la finalité, c'était en fait de les collecter et de les faire enfouir. D'accord. Ce qui est... Nous, on va le découvrir un peu plus tard par la suite. Au début, on avait vraiment une notion de recyclage, de trouver une innovation à forte valeur ajoutée qui permettait de donner du sens au recyclage des coquillages. Mais on ne se rendait pas compte qu'en fait, le coquillage était aussi extrêmement technique, ce qui nous a permis de déposer d'ailleurs des brevets sur le matériau, parce que en fait, le coquillage c'est extrêmement technique comme produit, comme matériau, comme coquille, et on est au tout début de l'innovation autour de ce biominéral, pardon. J'ai deux questions. Enfin, une question et une remarque. La remarque, c'est effectivement que ces coquillages, tu l'as évoqué, est composé de carbonate de calcium, c'est ça ? Et que ça capte le dioxyde de carbone. Oui, ouais. En fait, c'est un super allié contre le réchauffement climatique. Oui, bah oui. C'est en fait 44% de son poids à la coquille, c'est du CO2. En fait, elle capte du CO2 pour créer en fait sa coquille. Donc forcément, c'est un peu comme le bois. Ça capte le carbone au cours de sa création et ça le stocke. Mieux que le bois d'ailleurs. Mieux que le bois. Il y a des cultures d'huîtres. Ah oui, ouais. Et alors, est-ce que ça a des avantages vraiment liés à la captation du CO2 et est-ce que aujourd'hui on a interrogé ici Écoterie qui plante des arbres pour faire des puits carbone. Est-ce qu'on peut considérer finalement que l'élevage d'huîtres, c'est aussi d'une certaine manière des puits carbone et qu'il faudrait favoriser l'élevage d'huîtres. Comme ça, on a plein de captation de CO2. Après, on récupère toutes les huîtres et on donne tout ça à Austria pour faire les plus beaux intérieurs. Honnêtement, oui, ça fait vraiment partie d'une solution de captage de CO2. Et pas que. C'est que ça permet aussi, en fait... ça, je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte encore, mais c'est aussi une matière, entre guillemets, qui est renouvelable. On peut consommer l'animal et derrière, on a un matériau qui nous permet de construire, de faire de l'infrastructure ou de faire du rayonnement de sol, par exemple. Et ça, c'est renouvelable du moment qu'on a du CO2. Et ça empêche, en tout cas, il y a un vrai avantage, c'est que ça nous permet de ne pas trop extraire de matières primaires. Par rapport à faire de la pierre de synthèse, du granit, quoi que ce soit. Ça n'a pas forcément... parce que les carrières ne sont pas non plus finies, de quartz par exemple.
mais ça a un intérêt peut-être faible aujourd'hui, ça sera forcément un intérêt grandissant dans le futur. Ouais. Cette capacité de se renouveler, une ressource qui se renouvelle pour construire. Mais est-ce qu'on est obligé de finir les carrières? Non, le problème, c'est qu'il y a toujours ça coûte toujours plus cher de recycler un déchet que de taper dans des ressources primaires, et ça, c'est vraiment un problème d'échelle, en fait. C'est d'où l'intérêt de lier économie et écologie, quoi. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas... Le client, aujourd'hui, il est prêt à acheter un produit plus environnemental au même prix et à la même qualité. Ouais. Mais il ne peut pas faire de contre... ou très peu. Pas suffisamment pour justifier un plan industriel. Évidemment. Donc, il faut trouver des systèmes autres. D'où les rôles des pouvoirs publics de favoriser peut-être par une TVA moins importante afin de baisser le prix avec des marchands qui jouent le jeu et qui n'augmentent pas en fait le prix initial, mais effectivement avec une TVA réduite pour favoriser l'acte d'achat des consommateurs, par exemple. Ça existe déjà, effectivement. La législation se durcit envers les matériaux. Il y a les fiches FDS qui apparaissent. Ouais. Il y a surtout la loi RE 2020 pour le secteur du bâtiment. Du bâtiment, ouais. Le problème alors donc ça, c'est une très grande avancée et ça permet vraiment d'ouvrir des possibilités pour des nouveaux matériaux parce que les constructeurs sont obligés de s'y intéresser. Le problème, c'est que c'est pas suffisamment contraignant pour justifier un écart de prix. Le constructeur va presque préférer prendre l'amende plutôt que de choisir des matériaux innovants parce que ces matériaux ne sont pas parfaits encore. Et vous travaillez justement à perfectionner la transformation, la valorisation de ces matériaux. Et un truc qui est très intéressant, parce que tu as évoqué, là je reviens un petit peu en amont et à la source de ton engagement, en tout cas à la source de cette idée, parce que tu parlais des algues. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un truc justement sur la revalorisation des algues? C'est un vrai sujet, surtout à Saint-Brieuc. On le sait tous avec les algues vertes. Donc, oui. En plus, c'est un problème encore plus grand parce qu'on sait très bien la pollution des sols, des bassins versants, des intrants qui vont se rejeter dans la mer, coordination de facteurs. Donc, on a à la fois du soleil, de la pluie, tout ça. Donc, on a des algues vertes. Et ben, ces algues vertes, il faut aller les incinérer, les récolter. Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Ça, Alors, on s'y était intéressé avec Théo, justement, de cette ressource. Et justement, le terme ressource est un peu fort. Parler des algues vertes comme une ressource, c'est un peu la légitimer. Donc, il faut faire attention, je pense, à... Faut pas avoir un point de vue opportuniste sur tout ce qui nous entoure. C'est intéressant ce que tu dis, y a certaines choses où on doit dire non, on ne doit pas chercher à innover, à créer de la valeur ajoutée, il faut juste couper ce problème. Après, on la coupe. Alors, ça, c'est intéressant, effectivement, parce que le truc, c'est que il faut régler le problème, dans le sens où il faut baisser les intrants, améliorer l'agriculture, peut-être faire progresser la méthanisation, avoir moins d'algues vertes. Effectivement, l'objectif, c'est ça, avoir plus. Enfin, on peut pas en avoir moins, mais en tout cas, en avoir plus, mais on peut en avoir moins, et pas générer une économie dépendant, finalement, de notre mauvais modèle agricole. J'assume évidemment de le dire. Il y a un centre dans les Côtes-d'Armor, justement, qui s'appelle le CEVA, le Centre d'études sur la valorisation des algues. Je ne sais pas si tu le savais. Et il travaille déjà beaucoup là-dessus. Donc, il y a une communauté scientifique qui travaille dessus. Mais ce que je comprends, au final, c'est que, évidemment, toi, tu avais une sensibilité environnementale forte, au final. Oui, beaucoup, depuis vraiment un moment. Assez naturellement, en fait. Certains se la découvrent et d'autres, et là, depuis... non, moi, ça a vraiment été à travers des expériences personnelles, les sports. J'aime beaucoup la plongée, je fais beaucoup d'apnée. Donc, c'était assez... pour aller pêcher la coquille, ça. Oui, en contrepartie. Et donc, du coup, c'était assez naturel. Et je pense que toute l'équipe est dans cet état d'esprit. Et même à Google, on avait créé une équipe pour prouver aux entreprises que l'écologie faisait vendre. Donc, il fallait qu'ils axent leur
mais sur certaines facettes, c'est-à-dire de ne pas faire ce qu'on appelle du greenwashing. Et on définissait qu'est-ce qu'était le greenwashing, etc. Mais pourquoi des engagements forts et une stratégie d'entreprise forte sur l'écologie amenait à des retombées économiques extrêmement intéressantes. Donc on a beaucoup travaillé sur ça. Et pour moi, c'était assez naturel, c'était assez évident, parce que j'étais convaincu que le monde shift en fait petit à petit, et c'est des sujets vraiment importants pour de plus en plus de personnes. Je suis désolé, je suis en train de mourir en direct. Oui, je vois ça. J'explique à tout le monde le sait sur ce podcast, j'ai une fille de 17 mois. Il a fallu que je la garde hier. Et l'avantage des enfants, c'est que ça permet de faire son propre système immunitaire. Et donc, c'est avec toi que je le fais. Évidemment, tu ressortiras en fait indemne de cet entretien. Mais je comprends parce que Max a une petite fille. Ouais. Il a eu juste après avoir démarré Austria. Et je compatis. J'ai cru voir que ça te prenait pas mal d'énergie quand même. Ah, c'est... Je pense que la parentalité, au moins pour les premières années, c'est plus difficile que l'entrepreneuriat. Je te jure. Alors, tu mets les deux. Allô, je suis dans le TGV. Tu sais, hier, j'étais dans le TGV. Oui, allô, c'est la crèche. Votre fille ne va pas bien. Vous pouvez venir la chercher ? Je suis entre Laval et Le Mans. J'arrive. Ouais, ça, t'es dans la bonne direction. Ouais, je suis à 320 km/h, je vous assure. J'arrive. Je fonce. Bon, excuse-moi, c'est bon. De toute façon, il y a Antoine. Hein. Bonjour Antoine, c'était Vignon qui est l'ingé son qui s'occupe de nous. Il va pas couper la partie parce que on n'aime pas couper. Mais par contre, tu vas nettoyer toutes les tousseries et compagnie. Excuse-moi Camille. Non, je suis désolé j'imagine ça va être assez. J'ai un petit chat là qui me gratte. Ah. Mais ça va aller. N'hésite pas si tu veux faire une pause ou prendre un verre d'eau. Tu as travaillé au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Ah oui. UNDP. Oui, ouais. C'était un stage, un travail, c'était quoi ? C'était quand j'étais en études à Londres. On a eu l'opportunité en fait de joindre une équipe de l'UNDP pour travailler sur un thème de développement qui était super intéressant. C'était alors très exploratoire. Ils font des choses très exploratoires. Mais nous, on a travaillé 6 mois sur l'intérêt de l'utilisation de technologies comme l'imprimante 3D pour créer de la valeur ajoutée dans des pays en voie de développement. Ouais. Donc, est-ce qu'on pouvait créer des emplois ? Est-ce qu'on pouvait créer des outils ? Est-ce qu'il y avait une valeur ajoutée en fait à amener ce type de technologie dans ces endroits ? Ouais. C'était passionnant. Et alors ? Je pense un peu à l'instar de l'Europe vis-à-vis de l'impression 3D. Ouais. Difficilement parce que c'est un très très pas bon... d'électricité déjà. Non, c'est pas vrai. Il y a des incubateurs partout. Le souci, c'est que c'est vraiment du prototypage. Et c'est important que n'importe quel incubateur, d'ailleurs, se munisse de ce type d'outils. Ouais. Mais par contre, pour générer vraiment de la valeur ajoutée, pour créer des outils de façon économique, ça ne marche pas. Mais c'était quand même très intéressant parce que ça nous a amené à découvrir l'entrepreneuriat en dehors de l'Europe, et surtout dans les zones en voie de développement, et d'essayer de voir un peu dans le domaine du physique aussi, pas du digital, ça c'était cool. Est-ce qu'on pouvait créer de l'entrepreneuriat basé sur ces technologies ? D'accord, ok. Ça m'a amené d'ailleurs à faire une mini-thèse à la fin du master, enfin on avait une mini-thèse à la fin, sur le Kigali Innovation Center donc, au Rwanda, parce que je trouvais ça fascinant. Comment l'innovation, et surtout comment quel était l'état d'esprit des entrepreneurs, par exemple au Rwanda, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, comment ils se percevaient, quelles étaient leurs motivations, et est-ce que ça marchait ? En vrai, ça marche très bien. Il y a des très bonnes boîtes qui émergent. Ils ont des conceptions de l'entrepreneuriat différentes de non, nous ? pas tant que ça. Non, c'est vrai. Surtout qu'ils sont assez...
en fait, très vite, il va y avoir des sponsors dans ces incubateurs. Et c'est souvent des sponsors institutionnels, non européens, américains. Ah oui, ok. Et donc, du coup, qui vont un peu insuffler l'état d'esprit aussi derrière. Ouais, d'accord, ok. La mondialisation court partout. Ce qui est à peu près normal, parce que en réalité, on va bien chercher les ressources là où elles sont. Voilà. Et à ces ressources, en tout cas ces moyens, on y met des philosophies. Donc, je comprends parfaitement. Et lorsque toi, tu te lances dans Ostrea avec tes associés, vous êtes dans vos activités. Moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. C'est de se dire comment des personnes qui sont déjà quand même assez ancrées dans leur boîte. Alors, tu as évoqué le fait que tu ne trouvais vraiment plus beaucoup de sens. Et tu vas nous expliquer aussi cette petite période Google et pourquoi tu n'y trouvais plus trop de sens, sans défoncer quand même tes anciens collègues et chefs de service patrons. Mais à un moment, tu te dis, en fait, on est tous engagés dans des boîtes, on va tout lâcher pendant X temps pour essayer une idée un petit peu folle que l'on a. On ne savait pas si ça va prendre, mais il faut quand même y aller, tu vois. C'était quoi votre état d'esprit à ce moment-là ? Comment vous êtes lancé ? Quel était aussi un peu le mal-être ou la dissonance que toi, personnellement, avais dans ton ancien job ? En fait, pourquoi on a commencé Ostrea et pourquoi, du coup, au sens large, l'entrepreneuriat, mais je pense que Ostrea est très lié. On n'aurait pas commencé n'importe quoi. Hein, c'est vraiment important. En fait, cette période dans cette boîte de tech, que ce soit pour Maxime ou moi, c'était une période où on a appris énormément de choses. Et c'est très exigeant, enfin, c'est vraiment top comme boîte. Alors que tout le monde doit rentrer à Google, non ? Oui, bien sûr. Mais c'est génial, en fait. C'est une super école pour apprendre à travailler. Ça, c'est évident. C'était un peu plus notre job, nous, c'était de construire des stratégies marketing pour aider à des entreprises à commercialiser le plus possible. Ok. Donc, c'est pas une entreprise décroissante. Hein. Non, c'était des entreprises qui étaient vraiment en plus à mettre beaucoup d'argent sur la table pour investir en marketing et avoir un système très fin de tracking pour être sûr que les personnes achètent. D'accord. Donc, exploitation de la donnée à des fins de marketing. Bah oui, c'est 100% ça. C'est 100% ça. C'est la valeur ajoutée d'ailleurs de Google. De Google, c'est son business. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue challenge. Mais si on s'intéresse des fois un peu plus, en fait, il y a des business qui étaient super intéressants à conseiller. Puis il y avait d'autres business où, en fait, ça m'intéressait pas forcément qu'ils fassent plus d'argent. Et j'étais pas sûr de vouloir passer ma vie à me dire, oh non, j'ai pas forcément envie de promouvoir ça. Ouais. Et il y avait aussi une forme de monotonie. Malgré que c'était vraiment un job difficile, il y avait une forme de monotonie, c'est-à-dire qu'on était sur un job, une mission, et on savait exactement comment ça allait se passer si ça se passait bien. On savait exactement comment ça se passait à l'inverse également. Mais c'était assez cadré, en fait, comme environnement. Et ça, c'était un top départ pour l'entrepreneuriat, je pense, où ce qui nous excite tous beaucoup, c'est de faire tout pour la première fois. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'en fait, tu as un peu l'impression de te jeter dans le vide à chaque fois que tu prends une décision souvent qui implique beaucoup de choses. Et du coup, naturellement, ça génère énormément de stress, mais ça génère énormément d'excitation aussi, en fait. Et ça devient plus un job, mais une passion. Et ça a été un levier très fort. J'en parlais hier avec ma femme et je lui disais mais tu vas voir en fait 2025 la boîte elle va décoller. Je vais me verser beaucoup d'argent. Hein. Elle me dit oui mais tu me dis tout le temps ça et tu réinvestis toujours tout. Ça fait chier. Ouais, c'est la croyance quoi. Ouais. À partir de quand en fait on décide de s'arrêter et de se dire en fait jamais parce que l'idée moi je considère, en tout cas, l'objectif n'est pas de grossir. Tu vois. L'objectif, c'est vraiment de grandir.
Et quand tu es animé par ça, ce que tu évoques là, c'est quelle est toute l'énergie que je vais pouvoir mettre pour atteindre ces objectifs-là. Et donc pour retricoter un peu avec Austria, on en parlait un petit peu avec Blanche, c'est que mine de rien, il y a des sujets au-delà en fait du déchet des coquilles d'huîtres, par exemple. Il y a de vrais enjeux, par exemple, sur les alternatives au sable pour créer ces matériaux biosourcés et ne pas aller en baie de Lannion avec des gros tractopelles qui va participer à l'érosion des côtes et puis à la destruction de la biodiversité et à plein d'autres choses. On se dit, finalement, on a ça. Enfin, on a tout ce qu'il faut, effectivement, pour avoir ces alternatives et avoir du béton complètement OK. Et c'est vrai que ça a été un challenge assez fort. C'est que nous, on a tout de suite cru dans le potentiel, en fait, de recycler les coquillages, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gisements énormes. Ouais. Et on avait évidemment une vision industrielle de ce qu'on faisait, parce que sinon, on se dit on n'allait pas répondre à l'enjeu. Ouais, ne pas avoir l'impact suffisant. Ouais, et c'était vraiment un objectif. C'est pas de faire un petit projet dans le sens où, en fait, on est un peu du marketing, mais vraiment de créer un système qui n'existe pas avant et qui résout vraiment un problème. Et ça, c'est industrialiser l'économie circulaire. Et souvent, quand on crée un projet d'économie circulaire, on n'est pas forcément vu comme un projet hyper sexy, à très forte valeur ajoutée. Et ça a été un vrai challenge, notamment lors des levées de fonds, d'expliquer que, OK, c'est de l'économie circulaire, c'est basé sur l'économie circulaire, mais on peut en faire un système qui est global. Ouais. Parce qu'en fait, des gisements de coquillages, il y en a partout dans le monde. C'est des gisements massifs et qui permettent vraiment de remplacer des matériaux existants et de prendre des vraies parts de marché à des matériaux existants au profit de ce matériau. Alors, vous adressez à un problème global, mais quel est votre défi ou principal défi dans Austria ? Il y en a beaucoup, des défis. La collecte, déjà, peut-être, ou pas du tout ? L'approvisionnement, c'est un énorme défi. C'est un défi, non pas parce que... Alors, le gisement est disponible, mais créer une structure logistique autour du gisement et intéresser suffisamment les ostréiculteurs, les mytiliculteurs ou les pêcheurs de Saint-Jacques pour qu'ils les trient correctement, ça n'existait pas forcément. Parce que nous, on demande une certaine qualité de coquillage pour pouvoir faire le matériau. Et donc, ça a vraiment demandé de développer la filière en amont pour nous permettre d'être approvisionnés suffisamment. Ça a été un très gros travail qui a été fait par Tanguy, et avec son grand frère notamment, qui connaît très bien l'écosystème en fait. Et ce qui est super grisant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une compétition qui est en train de naître autour du coquillage. C'est-à-dire que les ostréiculteurs me disent « Attends, mon truc, je paye plus 160 € la tonne, je te le vends 1 € du kilo. » Donc, c'est pas ces prix-là exactement, mais c'est marrant, en fait, de voir que très vite, les mentalités ont changé autour de ce déchet. Et ça, c'est grâce, en partie, au travail sur l'approvisionnement qu'on a fait et le travail d'autres entreprises qui s'intéressent aussi au coquillage. Est-ce qu'il pourrait arriver presque à vouloir produire des huîtres juste pour revendre la coquille ? Genre, en fait, on fait une huître dégueulasse, mais c'est pas grave, en fait, on va vendre la coquille. J'ai pas mal pensé ça aux huîtres. Ils ont fait ça à New York pour assainir l'eau. Ouais. Ils ont plus d'1 million de coquilles. Je me suis dit, attends, on peut peut-être s'arranger. On peut peut-être créer du matériau à New York avec le gisement disponible. Oui, on peut l'imaginer comme ça. Et ça peut vraiment être une source de capture de CO2. Après, nous, on essaye surtout pour l'instant de mapper le gisement existant et de résoudre le problème présent. Et on sait déjà réussir à résoudre le problème maintenant, c'est-à-dire de la consommation d'énergie qu'on met pour enfouir les déchets ou l'agrandissement des zones d'enfouissement. Ça, c'est déjà l'objectif numéro 1. Après, pousser les ostréiculteurs à produire toujours plus pour produire plus de matériaux. Dans l'absolu, ce serait une bonne idée, mais on ne veut pas brouiller le message non plus. Ouais, je me demande parfois si le business ultime, ce n'est pas le business qui en génère évidemment beaucoup d'autres. Je pense souvent à l'iPhone.
premier smartphone créé par Apple et Steve Jobs, qui a créé un écosystème de business autour notamment des applications, et à l'intérieur même des applications, encore d'autres business. Et je me dis, en fait, effectivement, Austria, il y a quand même un truc comme ça où le champ des possibles sur l'utilisation en fait, de ces... est énorme. Enfin, il est gigantesque. Ça, c'est ce que va voir très facilement, en fait, c'est ce que recherche un investisseur, c'est quelle est la taille du marché que tu adresses. Et plus ton produit peut convenir à un usage de différents marchés, en fait, effectivement, tes possibilités sont énormes et la scalabilité de ton modèle est intéressante. Ouais. Donc après l'iPhone c'est facile, mais c'est incroyable cet outil. Ouais, mais ça veut dire que la scalabilité, en fait, c'est pas juste un concept dans la tech. Il existe aussi. Bien sûr. En plus, nous on est très en amont quand même dans la chaîne de valeur, puisqu'en fait on recycle un déchet, on en fait un matériau qui est sous forme de pâte. Aujourd'hui, pour des raisons d'efficacité, on fait du 2D, donc on fait des plaques de matériaux. Mais on peut partir aussi en 3D, on peut faire de l'infrastructure. Et notre matériau est extrêmement résistant. On a les performances d'un béton très haute performance. Donc on pourrait faire par exemple des ponts avec, mais c'est pas du tout l'objectif pour l'instant. Ouais, bon, après il y a aussi pour le coup le dimensionnement, parce que avant d'arriver à faire des ponts, oui, il faut beaucoup de coquillages. Faut beaucoup de coquillages. pour faire un plan de travail de 4 mètres carrés, il faut combien de coquillages ? Il te faut 200 kilos. Et c'est beaucoup ? On a la densité d'un granit ou d'un marbre, donc on va être dans les mêmes poids. C'est fou, hein. C'est vraiment un matériau qui est assimilé à de la pierre. Ouais, c'est incroyable. Hein. Et on parle souvent un peu du terrazzo, hein. Oui. On l'assimile beaucoup au terrazzo, donc avec les éclats de pierre, ou donc ici de coquilles. C'est fait exprès ou vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez ? Là, c'était une sorte de dimension. D'ailleurs, je crois que... Attendez. Ceux qui sont évidemment en podcast ne pourront pas le voir. Juste entendre le bruit du carton. Ouais. Donc, on va faire un peu d'ASMR. En fait, c'est censé, je te jure, c'est censé être un podcast un peu sérieux. Ok, d'accord. Non, mais vraiment en plus. Hein. Encore une fois, je parle de ma femme, mais je t'assure qu'elle est absolument fan d'Austria. Moi, je lui en ai parlé dès l'année dernière. Prochaine maison, on passe tout en Austria. Hein, donc, moi, je garde le contact. Et non, mais c'est incroyable. Et donc, c'est ce qui me permet de dire aussi qu'on essaie de favoriser un maximum pour nous voir ici, la version aussi un petit peu vidéo. Il se passe des choses incroyables en vidéo, je tousse beaucoup. Et hop. Donc là, je sors. Mais il est magnifique, ça. Ouais, c'est vraiment sublime. Je pense que les gens là vont voir. Donc ça, c'est de l'huître avec des pigments verts naturels. D'accord. Alors, vous allez les chercher où, ces pigments ? Parce que pigments, pour le coup, je suis désolé, mais c'est pas très écolo-responsable. Ça dépend des pigments. Nous, on prend que du naturel. Ouais. C'est pour ça qu'on fait pas de bleu, par exemple. Magnifique. Pourquoi ? Parce que les pigments naturels bleus tiennent pas dans le temps. Ah oui ? Ou sont très très chers. D'accord. Donc, ça, s'il y a des boîtes spécialisées sur les pigments qui font des... Donc, on a ici tous les éclats, c'est de la coquille ? Oui. Après, on ne voit pas tout de la coquille. Ouais. Nous, justement, c'est un bon point que tu as partagé, c'est que là, on voit le coquillage sous une certaine fraction, parce que ça fait référence au terrazzo. Ouais. Le terrazzo, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, qui fait vendre. Donc, du coup, nous, on a pris ce choix esthétique. En réalité, nous, on charge beaucoup plus et en fait, on micronise le coquillage. Donc, c'est de la poudre, en fait. Ouais. Et après, on va pouvoir jouer sur la granulométrie, donc la taille des paillettes de coquillage, pour faire varier l'esthétique. Donc, on peut avoir des gros morceaux. On peut dire, ah ouais, là, c'est vraiment du coquillage. Ouais. Et on peut avoir quelque chose où c'est une plaque blanche et impossible de savoir que c'est du coquillage. D'accord, ok. Oui, parce que, je sais pas, vous le passez, en fait, sous une... On a des broyés. Ouais, on a des broyeurs, ouais. Donc, et vous choisissez la taille. Oui. Et après, vous faites votre produit. Oui, parce que dans les formulations, on a besoin de plusieurs types de granulométrie, donc de taille de coquillage, pour faire l'architecture à l'intérieur du matériau. Et comment vous le liez ? Sur le liant, donc nous, on utilise ce qu'on appelle une matrice minérale. Il n'y a vraiment aucune matière pétrosourcée dans le matériau. C'était un objectif, évidemment. Ouais. Et du coup, la colle, c'est du ciment qui est argileux. Ok.
Et en fait, on est parti sur cette colle parce que ça permettait au matériau d'avoir des poids carbone qui étaient très faibles. Et ça permettait aussi d'avoir un matériau qui était recyclable. Donc, on peut recycler dans n'importe quelle déchetterie. Ok. On avait un peu une obsession, c'était de produire un matériau qui qui résout un problème, un challenge, et qui n'en crée pas un autre derrière. C'est-à-dire que ce matériau-là, en fin de vie, on sait quoi en faire. Ça va être réutilisé dans l'industrie du BTP. Nous aussi, on peut le réintégrer dans notre système, mais on pouvait pas. C'était pas suffisant. Donc, il y a vraiment des chaînes de collecte pour ce type de matériaux qui sont en fait de la pierre, qui sont utilisés dans l'industrie du BTP en granulat. C'est fou. Pour les pigments, je passe un message. J'ai l'impression de ne faire que ça. Pili, je ne sais pas si tu connais Pili. Non. C'est une société qui a été créée par une femme merveilleuse que j'aimerais inviter ici. Et puis, bon, j'espère qu'elle nous écoute. Bah non, vraiment, j'espère. J'espère, ça m'étonnerait, mais j'espère. Elle s'appelle Marie-Sara Adenis, ou Adeni, je crois que c'est Adenis. Et donc, elle travaille, son sujet, c'est le microbe. Donc, elle plaide pour la réhabilitation du microbe. Et donc, elle a créé Tu devrais être en contact avec ta petite fille. Avec ta petite fille. Ouais, complètement, mais j'aimerais bien, en fait, que Marie-Sara reprenne tous les microbes là d'Ariane, je te jure, parce que là, j'en peux plus. Et donc, pour créer des pigments, sans avoir une seule goutte de pétrole dedans. Parce que les colorants, les pigments... Les colorants, c'est différent. C'est, pour le coup, en fait, une des choses les plus polluantes. Oui, bien sûr. Ouais. Nous, on a mis un peu de temps et c'est des pigments qui coûtent très cher par rapport à des pigments synthétisés naturellement. Vous avez trouvé combien de brevets, justement, entre les pigments, le liant, les processus d'industrialisation aussi, on va en parler un peu parce que cet enjeu-là, effectivement, de scalabilité, en tout cas de s'adapter au marché et puis essayer d'en trouver d'autres, ou en tout cas de passer à l'échelle, c'est évidemment celui de passer de l'artisanat à l'industrie. Comment vous faites quels sont aussi les brevets, les innovations, sans rentrer dans les détails, que vous avez élaborés? Quels sont les objectifs aussi que vous assignez, au moins à moyen long terme, enfin à moyen terme on va dire, long terme, le monde entier, à moyen terme je sais pas. Tu vois, voilà, je sais qu'il y a plein de questions un peu dans le désordre, mais voilà. Comment on passe de l'artisanat à l'industrie? Quels sont les objectifs que vous fixez? Oui, en fait, Austria, c'est une boîte de recherche et développement avec une vocation industrielle. Ok. C'est quoi votre statut? C'est une SAS. Ouais, ok. Mais on investit, quand je dis que c'est une boîte de recherche et développement, c'est qu'on est fondé sur de la recherche et développement et on investit énormément d'argent. On est JEI. Vous êtes JEI. Vous avez un cabinet de conseil qui vous fait vos rescrits fiscaux et tout. Oui. Ah, ça, il faut un petit peu parce que ça coûte cher, la recherche et développement. J'avais une adresse pour vous. En plus. Donc, on dépense beaucoup d'argent dans ce secteur. Et du coup, nous, c'est pas... En fait, l'artisanat, c'est plus un laboratoire qui ressemble aujourd'hui à de l'artisanat parce qu'on essaie de le faire tourner le plus possible pour honorer les commandes qu'on reçoit beaucoup. Ouais. Mais en fait, très vite, on va passer à une PME parce qu'en fait, l'année prochaine, c'est une semi-industrie, donc c'est quelque chose d'un peu plus gros. Puis en fait, très vite, on va passer à un stade indus parce que c'est à ce moment-là on aura de l'impact. Ouais. Donc, finalement, la colonne vertébrale de ça, en fait, c'est la recherche, c'est la capacité à développer son produit et l'amener du labo à l'industrie. Et après, tu construis en fait tout autour. Tu construis ton petit atelier pour honorer tes commandes, ensuite ta petite usine pour montrer que c'est industrialisable, et ensuite tu construis ton usine, et ensuite tu dis en fait le modèle on le réplique. Et on y va et on va dans le fond. Ouais, d'accord. Au niveau de la propriété industrielle, ça c'est assez technique parce qu'il y a des choses que tu souhaites breveter, il y a des choses que tu souhaites pas breveter. Parce que quand c'est breveté, ça tombe aussi dans le domaine public. Absolument. Donc il faut faire attention à ça. Donc d'où on a des parties de ce qu'on fait qui sont brevetées. Il y a d'autres parties qu'on cloisonne, qu'on garde chez nous pour s'assurer que la technologie de fabrication soit protégée. Parce que nous, on protège
à la fois la formulation et à la fois les techniques de fabrication. D'accord. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, on protège à la fois le produit fini, mais aussi le granulat. Comment on produit le granulat pour créer un matériau avec. Parce que ça, c'était un très gros travail de recherche. C'était comment partir d'un déchet où il y a beaucoup de matière organique, il y a du plastique, en un produit parfait pour faire des bétons haute performance. Ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Je sais qu'avec ces coquilles, on peut produire autre chose. On l'a évoqué un petit peu en off, notamment des routes, en tout cas des revêtements, de l'enrobé, qui ne doit pas répondre, j'imagine, aux mêmes caractéristiques qu'un béton haute performance. Non, nous on a... Parce qu'en fait, aujourd'hui, retraiter le déchet, ça coûte, comme j'avais partagé, beaucoup plus cher que taper dans des mines. Bien sûr. Donc, on est obligé de rester sur un produit fini à haute valeur ajoutée. En tout cas, qui se compare à des produits à haute valeur ajoutée. Ouais, pour un peu luxe, quoi. Un peu luxe. C'est quoi le prix au mètre carré de... Donc, nous, on le commercialise à 290 € du mètre carré un peu en B2B. Un peu B2B. Donc, tu rajoutes 30% ou 40% pour le client final. À discrétion des du personnes revendeur. commercialisent. Ouais. Donc, tu peux atteindre facilement les 500 € le mètre carré. Oui. Ouais. Donc, pour un plan de travail, c'est un petit peu à quoi tu peux t'attendre quand tu utilises du marbre ou du granit ou de la pierre de synthèse. Et pour le revêtement de sol, c'est super cher pour l'instant. C'est pour ça qu'on est obligé de passer des étapes d'industrialisation pour au fur et à mesure arriver sur du moyen de gamme. Tu fais tes toilettes et puis basta, quoi. Oui, un petit peu. Aujourd'hui, en fait, nous, notre stratégie, c'est... on a commencé par le mobilier parce que c'était petit. Ouais. Et tu prends moins de risques. Ouais. Ensuite, on est passé au plan de travail, beaucoup plus technique comme pièce, mais à haute valeur ajoutée. Et en fait, là, on démarre le sol. On a déjà quelques projets de sol. Mais compte tenu de notre capacité de production, on le vend très cher. Et du coup, au fur et à mesure, on va pouvoir accéder à des marchés parce qu'on va pouvoir produire plus et produire moins cher. Donc, réduire le coût. Ouais. Il y a à la fois notre capacité à nous de production qui augmente et qui fait baisser les coûts. Mais il y a aussi, du coup, notre capacité d'achat de coquillages et de structuration de la filière, qui permet vraiment d'abaisser les coûts, en fait, du traitement du déchet. Ouais. Alors, j'imagine, par exemple, que travailler avec des sièges sociaux, encore une fois, vous n'êtes pas forcément en direct parce que vous passez par des revendeurs, mais les clients définitifs, finaux, c'est un peu ça, quoi. On va faire le revêtement d'un siège social de Google. Il faudrait retaper à la porte de ton ancien employeur, tu vois. Ou des archis, évidemment, un peu luxe. Je pense notamment à une boîte, moi, que j'adore de Jules Mény-Deschamps, qui s'appelle Ouvrage Paris. Ils font des boutiques éphémères. Enfin, bref, truc top. Donc... mais effectivement, et c'est ce que l'on voit bien là, c'est que d'une certaine manière, si on est vraiment engagé d'un point de vue environnemental, ça coûte un bonbon et sur tous les sujets, sur la maison passive, sur les matériaux à biosourcer, sur le traitement des déchets, sur ces produits alimentaires. Pour prendre soin de sa planète, il faut être riche, en fait. Tu vois ? Et ça, c'est vraiment une réalité. Ouais. C'est que c'est très dur de rentrer en compétition avec un produit plus écologique sur le mass market avec des produits très bien établis. Ouais. Nous, en fait, on est capable de le prouver qu'on va y arriver, mais pas maintenant, en fait. Il faut qu'on passe des étapes pour pouvoir... En fait, pour donner un exemple très concret, l'année prochaine, on va produire à peu près 40 000 mètres carrés. Donc, c'est beaucoup plus. Qu'on fait 1000 mètres carrés cette année, on en fait 40 000 l'année prochaine. Et en fait, un producteur de carrelage, il fait entre 5 et 8 millions de mètres carrés par an. Ah ouais. Donc, forcément, son outil de production, il est bien plus efficace et sa chaîne d'approvisionnement est bien plus efficace que la nôtre. Donc, nous, pour atteindre ces prix et être en compétition avec ces personnes, on va falloir qu'on passe à un stade beaucoup plus élevé. Donc, ça demande de la patience. Ouais. Je vais te poser 2 questions, Camille. La première, c'est comment tu fais pour passer de 1000 à 40 000 Et je vais te demander à être sincère, évidemment. Et la seconde chose,
c'est que j'imagine en fait que les grands industriels, je sais pas, je prends du Porcelanosa. Ouais. En gros, c'est un partenaire industriel parce que les mecs, ils ont les usines, ils ont un réseau de distribution mondial, que les mecs, en plus, ils sont plutôt haut de gamme. Et ils seraient intéressés, je sais même pas, peut-être qu'ils font déjà de l'intelligence économique sur Austria, tu vois, pour passer à l'échelle, encore une fois. Tu vois, donc... c'est quoi est-ce que la vocation, vous, ça va être d'être indépendant et de développer votre capacité industrielle et commerciale, ou est-ce que ça va être à un moment donné, effectivement, peut-être de vous associer je suis désolé de le dire là, mais peut-être même de vous faire racheter parce que ça demande un pognon dingue. Alors, pour répondre, après, si tu veux, je peux revenir sur le 1000 à 40 000, qui est un petit challenge aussi, mais qu'on a dû craquer pour intéresser les investissements. Ouais. Nous, on garde la tête du projet tant qu'on est les personnes les plus attitrées pour tirer le projet. Ah, c'est bien ce que tu dis. On va pas vendre le projet à une boîte qui veut faire du greenwashing et étouffer ce projet. Par contre, si à un moment il y a une accélération possible très forte parce qu'il y a des synergies possibles, faut pas hésiter en fait. Faut pas s'agripper coûte que coûte à son petit truc. L'idée, c'est avant tout que dans 10-15 ans, en fait, il y a une économie circulaire industrialisée en Bretagne où toutes les personnes, quand elles vont chez Leroy Merlin, peuvent acheter un carrelage à partir de matériaux recyclés. C'est ça l'objectif. C'est l'objectif commun. Donc, tu crois que la Bretagne est capée pour structurer une industrie telle que celle-ci ? Alors, oui, parce que déjà, il y a énormément de personnes de très haut niveau dans l'industrie en Bretagne. Ouais. Oui, parce que les pouvoirs publics sont extrêmement présents pour ce type de projet. Et oui, parce que la ressource, elle est disponible. Ouais. Donc, il y a beaucoup de challenges pour y arriver. Mais on est très bien positionné aujourd'hui pour y arriver. En tout cas, nous, on y croit. Ouais. Je vais rebondir et après, tu vas pouvoir justement parler du hack, pour passer de 2000 mètres à 40 000 mètres carrés en prod. Mais je tiens à souligner, parce que ces dernières semaines et ces derniers mois, on l'a vu, les discussions sur le budget 2025 avec le PLF, et on a vu les risques liés à la suppression des avantages liés au statut de GUI. Oui. J'imagine que vous avez dû suer quand même. Oui, un peu. Un peu. Donc, merci à la motion de censure, en fait. Hein. Tu le dis pas, mais tu le penses fort. Et alors, il y a des dispositifs fiscaux en France. Donc, CIR, Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation et Jeune Entreprise Innovante. Donc, on prend une somme, c'est un pourcentage des dépenses des projets de recherche. Mais clairement, il n'y a pas ça. Vous faites rien. Ou alors, il faut lever infiniment plus de fonds. Est-ce que pour toi, le CIR, cette fiscalité de l'innovation, c'est quelque chose qui donc vous a été utile ? Comment ça vous a été utile ? Est-ce que vous en avez encore besoin ? Qu'est-ce que tu penses de ces dispositifs-là ? Voilà, c'est un bon point parce que au-delà de l'aspect économique, c'est aussi un aspect moral d'attaquer ce type de sujet. Nous, quand on voit que, par exemple, c'est un peu remis en question, en fait, on se demande si on a l'impression que du coup l'État se désintéresse de la recherche. Et en fait, la scène financière française et européenne, elle n'est pas exceptionnelle non plus par rapport à d'autres pays, par exemple les États-Unis. On se compare souvent à ça, c'est vrai, mais l'accès aux fonds, les valorisations d'entreprises ne sont pas hyper élevées en France. Si on n'a pas un État un peu interventionniste pour pousser un petit peu l'innovation, ça va être vraiment difficile en fait d'innover. En fait, on se retrouve d'une boîte qui a une ambition de recherche et développement,
à une boîte qui a une réalité économique et qui va devoir tout ralentir et vraiment se focaliser sur des choses qui ont peut-être peu d'impact à l'échelle globale, mais qui permettent de la faire vivoter. Donc en gros, très concrètement, il se passe quoi ? Nous, si on n'a pas accès à ces aides-là, on divise par 2 l'équipe de recherche. On se focalise du coup sur des business ayant moins d'impact comme le mobilier. En gros, on est juste moins ambitieux. Ouais. Et je pense que notre niveau d'ambition et le niveau d'ambition des boîtes françaises au niveau de la recherche, après c'est peut-être un peu généraliste, mais reste carrément modeste par rapport à peut-être d'autres pays. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas forcément accès suffisamment aux fonds pour pouvoir le financer. Donc c'est... Forcément, je prêche ma paroisse, mais je pense que c'est... Il y a aussi un autre point, c'est que ça a des retombées économiques externes, en fait. Nous, quand on investit en R&D, en fait, on travaille avec des laboratoires de recherche publique, on forme des techniciens, on forme des ingénieurs sur un domaine intéressant, mais qui intéresse pas mal de personnes, et il y avait peu de fonds qui étaient disponibles dessus. Donc, en gros, il y a beaucoup d'externalités positives. La recherche, je pense que c'est très fort, l'impact que ça peut avoir. Mais comme elle est des fois difficilement mesurable, on se dit, tiens, c'est le premier truc sur lequel on va taper dessus. Même une entreprise, en fait, peut facilement se dire, oula, cette année, c'est pas top. La R&D, est-ce qu'on cut un peu ? C'est une énorme erreur, je pense, pour l'avenir. Ouais, je suis absolument convaincu. J'irais même plus loin, et c'était les discussions, ça veut dire que c'était les discussions ces dernières semaines autour de la création d'un statut de jeune entreprise innovante à impact. On prend ton produit. On l'a dit, tu le vends 290, 300 balles le mètre carré aux revendeurs, ils vont prendre leur marge, donc on va atteindre des montants relativement importants. Et la TVA là-dessus a un impact, mais est quand même relativement faible. Je pense qu'il n'a plus d'impact sur des produits, on va dire, de première nécessité, comme les produits alimentaires, par exemple. Bon. Dans quelle mesure, et je pense que c'est aussi le rôle de l'État, parce que les sujets environnementaux, c'est un sujet systémique et global. On ne peut pas demander uniquement, en fait, à une catégorie d'acteurs économiques de s'en emparer. Il faut que tout le monde soit responsable, mais ils ne peuvent pas être les seuls. Et l'État aurait la possibilité, justement, de se dire que pour lutter contre ces freins extrêmement importants financiers, eh bien, il pourrait mettre en place des dispositifs tels que, alors, soit j'ai eu impact ou CIR impact, je ne sais pas, mais quelque chose qui serait ciblé et qui favoriserait encore davantage, en réalité, la recherche et l'innovation écologique, d'une certaine manière, d'une part. Et puis, d'autre part, je ne sais pas, là, c'est une question, si dans votre R&D, elle est purement technique, ou si il y a aussi un volet un peu plus social, méthodologique, organisationnel, reposant davantage sur votre capital humain et pas vraiment sur vos brevets technologiques. Alors, la R&D est quand même très tournée technologie. Et sur par contre, l'organisation d'Austria, c'est pour ça que ce n'est pas forcément la recherche qui s'en occupe, l'équipe de recherche et développement. Par contre, l'organisation de l'entreprise, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Parce que, d'une part, avec Maxime, on a quand même été nourri à une boîte qui est exceptionnelle sur cet aspect-là. Google est vraiment exceptionnelle sur la façon dont elle dynamise ses équipes, le soin qu'elle donne vraiment à chaque personne. C'est assez impressionnant quand on travaille pour cette entreprise. Et en plus, nous, on arrive dans l'industrie, domaine qu'on ne connaît pas du tout. Personne n'a d'expérience là-dedans. Et on a une vision à tort, mais assez froide. L'industrie, c'est à la chaîne, les gens qui ne sont pas forcément fun, le 3-8, ça ne donne pas envie, en fait. Donc, nous, on voulait absolument, et on veut instaurer un écosystème un peu start-up cool, bonne ambiance, dans le domaine de l'industrie. Donc ça, on est très à l'écoute de tout le monde qui travaille, notamment à l'atelier.
Et surtout, on fait attention à ce que le directeur d'usine, en fait, comprenne notre état d'esprit et fasse en sorte que cet état d'esprit, en fait, il se développe et soit vraiment très concret dans l'entreprise. Ouais. Et tu sais que ça, par exemple, c'est finançable au titre du CIR ? Non. Ouais. Et ça, c'est un vrai hack. Ça veut dire que si tu veux augmenter ton assiette de CIR, à partir du moment où tu as envie, par exemple, d'améliorer la manière dont on travaille, dont on collabore, tout ce que l'on désigne comme l'innovation sociale est en réalité des opérations de recherche qui reposent sur ce que l'on appelle les opérations de recherche en sciences sociales et humaines, ou sciences humaines et sociales. Et ça répond aux critères de Frascati. Ça, je ne savais pas que c'était finançable, parce que pour autant, ça demande des fois pas mal de recherche. Par exemple, faire passer une usine de 5 jours à 4 jours, ça demande quand même beaucoup de travail. Et c'est du travail, entre guillemets, de recherche, vraiment pas non productif. Donc, c'est des ressources que l'entreprise alloue sur un travail de recherche sociale. Parce que chaque système est différent, donc il faut le tester à ton niveau. Mais oui, c'est intéressant. Non, mais c'est vraiment... et donc, il faut favoriser, à mon humble avis, davantage... Parce qu'en plus, souvent, les entreprises font ça. C'est-à-dire qu'elles travaillent sans le savoir sur des opérations de recherche. Oui. Et puis après, il suffit de se mettre un peu dessus, de le formaliser, de structurer. Et puis ensuite, ça devient de vraies cellules de recherche en SHS. Tu vois. Et là, il y a vraiment ce petit hack de l'entrepreneuriat. Je pense que toutes les entreprises à dimension vraiment sociale et écologique devraient pouvoir faire attention à ça. Oui. C'est évident. Je t'oublie pas, Camille. Vous avez fait une levée de 1,2 million d'euros au départ, me semble-t-il, l'année dernière, qui vous a servi donc... de financer l'atelier actuel et de la recherche. Ok. L'objectif, donc, c'est de poursuivre probablement ces levées de fonds pour vous doter davantage d'outils. Oui, là, on vient de finir notre levée de fonds. Qui nous a permis d'investir dans notre nouvel outil industriel, une mini-usine de 5000 m², et d'investir aussi beaucoup en recherche, on met une grande partie là-dedans, et un petit peu en marketing. Ça y est, ça démarre, un peu de budget marketing. Après, on a une très bonne traction commerciale sur le matériau. Depuis qu'on a démarré le projet, chaque mètre carré qu'on produit, on le vend des mois à l'avance. Et donc, du coup, l'équipe de commercial est quand même relativement sous-dimensionnée. Aussi parce que la personne qui s'en occupe est très forte, Maxime, mais oui, on a une certaine facilité à commercialiser le matériau. C'est vrai que le matériau est quand même super sexy. Oui, il est sexy, et il répond vraiment à un besoin. À la fois, en fait, certains acteurs qui sont un peu compressés par les législations qui arrivent se disent « Ok, il faut que je me mette à la page ». Et puis, en fait, c'est vraiment une notion de fond. Beaucoup plus de personnes aujourd'hui s'intéressent quand ils vont voir leur cuisiniste. Mais c'est quel matériau ? Du coup, il est fait où ? Est-ce qu'il est recyclable ? C'est quoi le poids carbone ? Ça arrive. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le marché des matériaux, les matériaux qui nous entourent aujourd'hui, ils sont extrêmement performants et extrêmement économiques, mais pas du tout écologiques. Parce qu'ils ont été inventés, pour beaucoup, dans une époque où l'écologie n'était pas forcément un objectif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a très peu d'offres de matériaux écologiques et qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Donc, Australia, on n'est vraiment pas les seuls à produire des nouveaux matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces démarches, ces initiatives, commercialement, marchent très fort parce qu'il y a un besoin qui grandit. Le challenge, il devient industriel et recherche. Il devient industriel parce qu'il faut livrer. Oui. Et on se structure pour répondre à la demande et aux défis d'approvisionnement, de fabrication, de transformation de ce matériau. Il me semble que le béton, c'est 8%, je crois, des émissions carbone mondiales.
Oui, sur la structure. Ouais. Ouais. Sur uniquement la structure. Qu'est-ce qui... alors, on a bien compris, mais on est à long terme. Ce qui nous intéresse, c'est aussi le temps long. Qu'est-ce qui manquera pour passer justement en fait, de la décoration et du mobilier à la structure pour permettre justement de remplacer ce béton extrêmement impactant en termes carbone par ces solutions-là. Alors, je sais, on en a parlé, il faut redimensionner, il faut avoir les gisements, etc. Mais à quelle échéance tu penses qu'il sera possible, à un moment donné, d'avoir ce fameux pont fait de coquillages recyclés? Donc, déjà, nous, on part vraiment sur une industrialisation et pas forcément sur le structurel pour l'instant, parce qu'en fait, là, effectivement, c'est un marché hyper vaste, le béton structurel. Ouais. Nous, on s'attaque à des matériaux qui sont encore pires. La pierre de synthèse, c'est ce qui occupe une très grande partie. Par exemple, aujourd'hui, il y a une marque très connue de pierre de synthèse qui fait 80% des plans de travail en pierre. Ok. Donc, nous, c'est déjà ça, notre marché, ou par exemple, le carrelage qui est absolument pas écologique aussi, parce que c'est des fours à très haute température, c'est pas recyclable le carrelage. Ouais. Donc nous, c'est déjà des marchés immenses. Ah ouais. Vraiment immenses. Ouais. Et ça, c'est déjà une belle réussite. Ouais. Après, c'est vrai que nous, pour pouvoir faire du structurel, ça demande à la fois une capacité industrialisée qui est vraiment à un niveau très élevé, et à la fois une capacité à certifier le produit pour faire des ponts. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas parti sur cette démarche tout de suite. C'est parce que déjà, c'était très ambitieux d'un point de vue coût, mais aussi c'était très ambitieux d'un point de vue certification. Ouais. On peut couler la boîte, en fait, parce qu'au bout de 3 ans ou 4 ans, on n'arrive pas à faire certifier le matériau pour du structurel. Ouais. Donc, on a préféré rester plutôt... bon père de famille et de s'attaquer sur d'autres marchés qui étaient plus évidents pour nous tout de suite. Ouais. Et dont l'impact finalement sera... D'ailleurs aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que le béton structurel, tout le monde veut lui découper sa tête. C'est clair. Il y a beaucoup d'innovations qui sont autour de ce produit, alors que les matériaux d'aménagement, très peu. Ouais. Vraiment très peu. Alors que c'est des marchés de plusieurs dizaines de milliards d'euros en Europe. Plein de choses, là. Moi, j'adore, c'est vrai, petite maison d'architecte, full béton, full vitre. Tu veux faire en bois aussi. Et alors, exactement. Tu fais une maison en bois. Aujourd'hui, on peut même faire des charpentes en bois hyper solides, passives. Et effectivement, avec son carrelage, son plan de travail... son mobilier avec Austria. Tu vois. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut vraiment réduire très considérablement l'impact carbone de sa maison. Et en fait, tu m'as fait penser à 2 acteurs bretons que tu dois connaître, je pense. Le premier, c'est Grain de Sail. Oui, bien sûr. Ouais. Ce qui est génial avec Grain de Sail, ce qui est leur objectif initial, on a accueilli ici Jacques Barrault, c'était pas de vendre du chocolat et du café. Pourtant, il est pas mal. Il est très bien. Malheureusement, pas pour mon poids. et c'est en consolidant, en fait, un modèle économique basé sur le commerce de chocolat et de café qui sont parvenus à faire Grain de Sail 1, puis Grain de Sail 2, et ils sont déjà sur Grain de Sail 3. Oui. Et donc, d'augmenter la capacité de charge de leur cargo à voile. C'est génial. Tiens. Donc, finalement, dans quelle mesure la commercialisation, c'est pas juste le modèle économique qui nous permet d'innover? Tu vois, ça veut dire on va pas financer la recherche pour financer cette recherche-là. Il faut un but. Ouais, et il faut aussi avoir être assez solide financièrement. Et pour être solide financièrement, après, là, la particularité, c'est que les consommateurs achètent
le produit final issu de cette innovation. Ce que l'on achète avec Grain de Sale, c'est une partie, c'est-à-dire le transport et donc le fret décarboné. Je te laisserai réagir à ça juste après mon deuxième exemple. C'est Marina. Tu connais Marina ? Non. Et Marina, c'est une boîte de Morlaix issue de la recherche également. C'est son fondateur qui a identifié qui a identifié chez les arénicoles. Donc les arénicoles, ce sont les vers marins. Qu'ils étaient en fait des transporteurs Oui, j'ai vu ça. de sang universel. C'est un truc de malade mental. Ouais, c'est fou. Et il a eu toute la peine du monde à avoir la certification CE. Et évidemment, tout pouvait se casser la gueule s'il ne l'avait pas, cette certification. Donc, il y a du lobbying, de machin. Donc, on dépasse le simple fait d'avoir une innovation. On doit aller contre... Faire du lobbying, ouais. Ouais. Changer les règles. Changer les règles, mais considérablement. Tu vois. Et dans ton secteur d'activité, on est quand même aussi à un moment donné sur comment les règles s'adaptent, restent à des standards extrêmement élevés, mais s'adaptent pour y intégrer ces considérations environnementales, écologiques et sociales. Tu vois. Donc, on voit que le modèle économique est vraiment extrêmement important dans la manière d'arriver ensuite à ses fins. Moi, je pense qu'il est un peu prédominant aujourd'hui, malheureusement. Parce que le moyen de développer son entreprise, c'est quand même de vendre quelque chose à un moment et d'intéresser en fait des financeurs. C'est d'avoir vraiment une traction, ce qu'on appelle une traction commerciale. Donc nous, on s'est vraiment basé sur cette idée, ce précepte de se dire ce qu'on fait, il faut absolument qu'il y ait un sens commercial à ce qu'on fait à cette échelle-là, et puis ensuite à une plus grande échelle. Mais le fil rouge, c'est qu'on répond à un besoin qui est identifié, et il y a un budget des personnes pour ça. Il y a un marché, il y a des systèmes de distribution. Pour nous, ça rendait quand même le projet bien plus viable que de partir sur une idée qu'on allait peut-être valoriser si on allait pouvoir modifier certains facteurs qui semblaient très ambitieux. Par exemple, changer la loi. Pour autant, nous, c'est un des points qui nous intéresse. Là, on commence du coup à échanger avec d'autres boîtes, justement, dans les nouveaux matériaux, en disant, ça vous dit pas, on se rencontre, on a des très bons liens, on crée peut-être une équipe et on commence à faire concrètement du lobbying. Pour dire, attendez, ce qu'on fait, c'est peut-être un peu mieux, il faut peut-être pousser un peu plus, ne serait-ce que dans les marchés publics. Absolument. Mais ça, on le voit pas comme une condition sine qua non pour exister. Ouais. On a un peu peur, sinon, de se focus sur ça. Nouveau récit s'intéresse justement à ces questions-là. Et c'est le cœur central. C'est, tu le dis, une entreprise, sa vocation première, c'est quand même de faire du fric. Tu vois, allez, on n'injecte pas de l'argent à fond perdu, on n'injecte pas des subventions. Je me permets parce que en fait, quand on a fait notre levée de fonds auprès de fonds d'investissement, là sur cette deuxième levée, je me suis dit, je vais titiller un peu le système. Enfin, je vais essayer de comprendre. C'est quoi ces fonds à article 9, si je ne dis pas de bêtises. Parce que du coup, nous, naturellement, on allait vers des fonds à impact. J'aurais posé la question, j'aurais dit, mais du coup, quelles sont les métriques ? C'est le truc le plus... J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est bien l'article 9, où c'est vraiment le top du top, le fonds qui est vraiment orienté impact, hyper dur avec son portefeuille vis-à-vis de ça. Et du coup, je me suis permis de dire, mais qu'est-ce que vous recherchez comme métriques ? C'est lesquelles les plus importantes, finalement ? C'est pas l'impact. C'est vraiment pas l'impact. Jamais ils vont investir dans une entreprise... pas l'impact, jamais ils vont investir dans une entreprise qui génère pas une rentabilité suffisante pour leur permettre de perdurer
et d'apporter un retour sur investissement à leurs LPs, à leurs personnes qui leur donnent de l'argent. Et du coup, je leur ai poussé, mais est-ce que c'est possible d'apporter un business model où la rentabilité n'est pas si évidente que ça, l'impact est très fort? Non. Ça s'appelle une asso, une fondation. Exactement, on m'a dit que ça s'appelait une asso. Bon, bah voilà, ça veut dire où est-ce qu'on en est sur les entreprises à impact. Si on veut exister, dans le système actuel, voilà un peu les conditions. Ouais. Alors, je pense que quand tu gères ce genre déjà, je te confirme, ça s'appelle bien les fonds article 9. Ensuite, je pense que les transitions à son pack écologique, à son mental, à son idéologique, c'est ce qu'on creuse ici. Et ce que tu dis est vraiment très juste. C'est que, encore aujourd'hui, ce qui doit servir d'une certaine manière à l'intérêt général, c'est d'une part les pouvoirs publics. On voit bien que les pouvoirs publics ne peuvent pas s'occuper de tout le temps, partout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On appelle souvent ça tu vois, je m'en souviens plus. En tout cas, l'État, en fait, se retire. L'État se retire d'un certain nombre de compétences ou les transfère à des collectivités. Ça reste la puissance publique des collectivités, des mairies, des régions, des départements. Nous, on aimerait bien, d'ailleurs, que l'État file un peu plus de responsabilité et de pouvoir à ces collectivités. Mais souvent, ça ne se fait pas avec les fonds dont on a besoin. Oui, ouais. Et donc, le désengagement de l'État, qui est vraiment très fort dans un certain nombre de domaines. Et ils s'en remettent, par exemple, à des assos. Bon. Et les assos, ils ont un modèle économique. Elles ont un modèle économique, c'est le don. Donc, soit le don d'entreprise, et ils ont 66% d'abattement fiscal, ou soit les dons de particuliers, donc c'est pareil. La générosité publique, c'est le modèle économique de ces assos. Et ils font beaucoup, par exemple, dans le mal-logement. Bon. Mais les entreprises ne servent pas que des intérêts particuliers. Alors, on le voit pour celles qui se définissent comme un impact, même si je considère en fait qu'après le greenwashing, on a aussi beaucoup d'impact washing. Donc, déterminons celles qui sont véritablement à impact, celles qui sont entreprises à mission, etc., qui s'assignent des objectifs, pour le coup, ici, qui ne sont pas que financiers. Et on voit que certaines servent un intérêt général. Ce que vous faites sert un intérêt général. Mais il faut pouvoir générer cet argent-là, c'est vrai. Donc, l'indicateur qu'ils évoquent, c'est de dire, en tout cas moi je l'interprète comme ça, si on veut vivre le plus longtemps possible, parce que malgré tout, le fric reste quand même, l'argent reste quand même un peu le nerf de la guerre. Si on veut servir notre mission, il faut exister le plus longtemps possible. Et pour être le plus longtemps possible, il faut être un petit peu rentable. Tu vois, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Donc, dans quelle mesure, malgré tout, on a des fonds qui se disent on sait qu'à terme, on pourra trouver un modèle tirant vers la rentabilité, mais misons davantage, effectivement, sur le niveau d'impact que cette entreprise aura. Et je pense qu'on a une période de transition qui durera plus ou moins longtemps pour qu'ensuite, on ait des vraies entreprises qui placeront effectivement l'impact au-dessus des intérêts strictement financiers. Mais il faudra deux choses. Soit on a complètement relativisé la place de l'argent et c'est plus si important, et j'y crois quand même relativement peu, ou soit là, on a le retour de la puissance publique qui dit, écoutez, pour les entreprises qui sont labellisées ou qui ont un niveau de responsabilité ou d'impact extrêmement important, comme avec le CIR, par exemple, quand on fait de la recherche, eh bien, on vient compenser, par exemple. On fait un fonds de compensation à l'impact. Et ça vient renflouer des entreprises qui, malheureusement, en fait, ont les poches trouées à cause du coût faramineux dont on sait. Et d'ailleurs, ce coût-là peut être justifié pour deux choses, pour deux raisons. La première, c'est évidemment des coûts très élevés et un matériau ou un produit aussi qui est vendu cher, ou alors parce qu'on veut avoir un impact important, c'est-à-dire qu'on a envie d'une adoption un peu plus massive de nos produits, baisser considérablement le prix, et auquel cas, en fait, on a des subventions qui viennent compenser effectivement cette perte financière. Mais tout ça, c'est à imaginer. D'où le fait,
de mener des campagnes de lobbying. Oui. Et parce que pour le coup, c'est vraiment pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Hein. Ça, c'est évident. Je pense que la notion de la valeur de l'impact est mal évaluée aujourd'hui, ou sous-évaluée, ou pas évaluée même, financièrement. C'est-à-dire que chaque fonds... Alors, il y a les crédits carbone, mais en tout cas, l'image que j'ai sentie, c'est que chaque fonds avait sa vision un petit peu de la valeur de l'impact et la retranscrire un peu comme il pouvait vis-à-vis de ses propres engagements, ou des engagements plutôt qu'il tenait envers ses investisseurs. Donc, comme on n'a pas une base très commune et extrêmement forte sur quelle est la valeur de l'impact, des fois, c'est difficile de la comparer à une valeur de rentabilité. Ouais. Et c'est quoi vos indicateurs à vous, du coup ? Nous, on a vraiment démarré le projet pour gérer le recyclage des coquillages. Donc, on oriente tout vers une capacité à recycler de plus en plus de coquillages. Ouais. Que vous chiffrez quotidiennement en tonnes, ouais, très facile. Et ensuite, tout va... donc, il y a le poids carbone qui va être assez direct. Et on va beaucoup travailler la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour qu'elle soit plus vertueuse. Comment on fait pour remplir plus les camions, etc. etc. Ah oui. Mais nous, c'est vraiment... Si on a vraiment un critère qu'on suit, c'est assez bête et méchant, mais c'est le nombre de coquillages qu'on arrive à recycler. Okay. Ouais. Parce qu'en fait, on sait qu'une tonne qu'on arrive à recycler, elle ne passe pas en enfouissement. Et aussi, ça, on le sent de plus en plus, on tire un peu une filière qui était un peu... puis il n'y avait pas trop le vent aux poupes, entre guillemets, l'ostréiculture, la mytiliculture... Là, ça les amuse, en fait, les professionnels. Des fois, ils ont des années assez moroses, quand même, hein, avec des maladies, des pertes assez importantes. Et en fait, on se retrouve en disant « mais vous ne vous rendez pas compte, votre coquillage, ça vaut énormément. » Et ça, c'est top. Donc, c'est peut-être sur ça que nous, on s'évalue le plus. Ouais, c'est génial. Too Good To Go, cette application qui permet d'éviter de jeter les produits de commerçants, de supermarchés, etc. Un indicateur très simple, tu vois, c'est effectivement le nombre de repas sauvés par seconde. Et c'est hyper parlant. Oui, je pense qu'il faut rester sur des choses peut-être un peu simples pour être sûr d'être sur la bonne direction. Ouais, d'être bien compris et de se dire, ah oui, ok, moi, ça y est, je projette à peu près ma part de responsabilité aussi, ou en tout cas la manière dont je peux contribuer un petit peu à la réussite de ce modèle. Parce que par exemple, le poids carbone, effectivement, nous, on a un impact très fort sur ça, mais par rapport à quoi, en fait ? Par exemple, parce que nous, notre poids carbone, l'impact qu'on va avoir, on le calcule par rapport à la différence d'un autre produit. Mais ça, c'est des choses où on ne maîtrise pas toutes les variables. Est-ce que ce produit, il évolue dans le temps est-ce que les gens ont innové sur ce produit est-ce que les personnes ont choisi un autre produit, en fait, finalement ? Donc, ça, on sait qu'on est extrêmement bas. On est hors marché en termes de poids carbone par rapport à ce qui existe. Mais le plus important pour nous, c'est de produire le plus possible de matériaux et de recycler le plus possible. Donc, c'est l'objectif. Vous mesurez votre impact carbone propre ? Oui, oui, du coup, on était obligés, ouais. Ouais, vous passez par quelle solution ? Nous, là, on n'a fait qu'avec des experts externes. Ok. Et là, on passe en FDES l'année prochaine. Ok, tu peux expliquer pour les auditeurs ? Oui, en fait, on va devoir faire une fiche, qui va prendre pas que l'impact carbone, mais vraiment tout l'environnement autour du matériau pour le calculer. Et ça nécessite une FDES. Le problème, c'est que c'est assez strict, rigide. Donc, ça coûte cher. Et c'est pour une version du matériau. Donc, on ne peut pas le faire tout de suite. On est obligé d'avoir une certaine expérience sur son matériau pour pouvoir engager une FDES. D'accord, ok. Il y a d'autres alternatives qui sont pas mal. C'est les ACV et qui sont bien plus flexibles. Ça aussi, nous, on va commencer parce qu'on va faire une FDES et on va faire plusieurs ACV. L'avantage des ACV, c'est une analyse de cycle de vie, mais qu'on peut mener en interne et les faire certifier aussi en externe. Et ça, c'est beaucoup plus dynamique. Ce qui convient mieux à notre activité, puisque nous, on change la formulation tous les mois. Donc, on va pouvoir certifier tous les mois le travail qu'on fait. D'accord, ok.
Tu disais tout à l'heure, je ne vais pas rebondir dessus, hein, mais tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas, ou en tout cas que tu accompagnerais ce projet là où finalement vos capacités vous le permettront. Et, je trouve ça génial, bien que je pense qu'on augmente ses capacités à mesure qu'on progresse Bien sûr. avec son projet. Tu l'as dit, vous avez fait de levée de fonds, mais lever des fonds, c'est pas uniquement avoir de l'argent, c'est aussi être accompagné. Oui. Donc, en fait, ma question, c'est comment vous l'êtes, vraiment d'un point de vue strat, managérial, enfin, en tant qu'entrepreneur, comment on devient entrepreneur. Et aussi, évidemment, parce que je pense que tu as tes propres sources d'influence. Qu'est-ce qui, toi, t'a un peu guidé aussi au long de ta carrière ou quand tu étais plus jeune sur les modèles voilà, qui t'inspiraient et les sortes d'objectifs que tu t'étais fixés parce que tu pensais que ça avait aussi du sens pour toi? Je pense en plus qu'on a une gouvernance assez efficace. En tout cas, on nous l'a souvent partagé. Parce que on est convaincu, donc je parle des cofondateurs, on est vraiment convaincu qu'on est l'équipe pour tirer ce projet, qu'on a la vision. Par contre, on est convaincu qu'on ne détient pas toutes les connaissances pour y arriver. Ouais. Et ça, dès le début. Du coup, très vite et régulièrement, on est allé chercher des personnes qui avaient de l'expérience dans leur secteur pour nous aider. Ce qui nous a permis sur tous les pans de l'entreprise, que ça soit la stratégie commerciale. Alors, tu parles d'aller chercher des personnes en interne, hein, en externe, en externe, mais pour qu'ils travaillent en interne hein, et aller chercher leur expertise. Oui. Ok. Donc en fait, évidemment en interne, tu recrutes des personnes dont tu as besoin et tu essaies de prendre les personnes meilleures que toi sur tes sujets. Ouais. Mais tu peux pas recruter. On a vraiment des personnes. On a notamment l'ancien directeur de la recherche et développement de Saint-Gobain qui nous accompagne depuis le début. On va avoir l'ancien directeur d'AXA sur la gouvernance qui nous aide. Ouais. C'est une sorte de conseiller. Vous avez un comité, un comité stratégique. Ouais. Vous l'avez appelé comité stratégique. Oui. Vous êtes entreprise à mission ou pas? Non, pas encore. Non. Ok. Faut qu'on le fasse, de ces quatre, mais c'est pas le. Ouais. En tout cas, en fait, sur notre gouvernance, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'était à chaque fois qu'on avait un sujet important, stratégique, mais ça peut être stratégique business, mais ça peut être stratégique humain, ça peut être stratégique de tous les aspects de l'entreprise. Comme nous, on a une faible expérience finalement professionnelle, on n'hésite pas à se faire challenger par des mentors. Ouais. Et on y va. Vraiment, on creuse. Vous avez trouvé comment? C'est des BA? C'est des... Et ça, en fait, c'est plus facile qu'on ne le croit, je pense. Si on arrive... en fait, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup d'expérience aujourd'hui, qui ont des positions assez élevées, qui n'ont plus rien à prouver, entre guillemets, mais qui ont beaucoup à donner. Et ces personnes-là, elles n'ont pas forcément des opportunités de donner. Donc en fait, tout ça pour dire, nous on a contacté des personnes en direct en disant, voilà, on monte ce projet, on est à fond, on y croit, mais on sait que sur ça, on n'est pas les meilleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Et en fait, de fil en aiguille, c'est des personnes qui nous accompagnent sur le projet. Ouais, c'est génial. Et ça nous a beaucoup aidé. Ça, j'y crois beaucoup. Hein. Déjà parce que tu ouvres les chakras. Ensuite, tu as puisé l'info là où elle est. Moi, je crois beaucoup aussi qu'ils ont beaucoup à donner. Je dirais pas que ça leur donne une nouvelle opportunité justement de remettre à dispo leurs connaissances ou que ça leur remet dans le game. Un peu. Parce que tu les challenges eux-mêmes, hein, tu crois? Ah oui, on les challenge un peu quand même. Ouais. Oui, et puis on y arrive de plus en plus à les challenger. Et puis on leur partage des fois, c'est des personnes aussi qui sont un peu moins actives sur leur vie professionnelle. Ou en tout cas c'est plus tranquille, et on arrive à leur partager notre stress. On arrive à dire non mais là c'est la catastrophe, tu te rends pas compte, faut qu'on y arrive. Et donc du coup on les fait rentrer dedans. Ouais. Et ça devient une équipe en fait. Ah ouais. Non, moi je trouve que c'est très intéressant. Et ça permet aussi ce système de gouvernance où on s'appuie souvent sur faire checker un petit peu entre guillemets, enfin challenger nos idées. Ça permet d'être sûr qu'on s'enferme pas nous dans notre ego. Je pense que c'est assez rapide de se dire non mais en fait j'ai raison, enfin on a raison, on pense que c'est comme ça,
Et la personne qui a 30 ans d'expérience et qui nous dit le contraire, on pense qu'il a rien compris. Ouais. Ouais, je pense que c'est super dangereux de penser comme ça. C'est un boomer. Voilà. Donc oui, des fois, et ça arrivait plusieurs fois, c'était notre vision et on s'est dit, ok, on l'a challengé, mais on va la garder. Ouais. Mais c'est très important de rester sûr qu'on est sur un jeu de stratégie, qu'on est très flat, entre guillemets, vis-à-vis de l'ego, et qu'on prend la bonne décision. Et pas parce qu'on veut s'accrocher à son idée. Et comment vous prenez des décisions à 4 ? Ça, c'est assez fluide. On prend toujours des décisions, du coup, à 4, ou en tout cas avec l'accord des 4. Des fois, ça arrive avec l'accord de 3 et le plus ou moins désaccord d'une personne. Ouais. C'est assez... Pas besoin d'unanimité, donc plutôt de majorité. Oui, et en fait, comme on se complète, quand il y a un sujet technique, ça va par exemple être Théo. En fait, nous, on va challenger Théo, mais Théo, mine de rien, maîtrise quand même mieux le sujet. Ouais, évidemment. Donc, on va l'accompagner en fait dans sa réflexion. On va élever un peu... ah, mais en fait, t'avais pas pensé à ça. Donc, on améliore le truc. À la fin, c'est quand même Théo qui va prendre les décisions sur ça. Mais nous, on a partagé son idée et on l'a comprise et on y va. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est une vision partagée. Ça veut dire que on partage son idée. On est à peu près convaincu. On va quand même aller se challenger et solliciter des avis externes. Mais au final, on est responsable de la décision que l'on va prendre. Donc, il y a une forme de responsabilité individuelle sur une catégorie de décisions, pas forcément les plus stratégiques, mais au moins techniques. Et par contre, sur les plus stratégiques, vous êtes tous les 4, vous prenez une décision. Il y a peut-être un conseil d'administration avec les nouveaux investisseurs qui ont aussi un petit peu droit au chapitre. Oui, un peu, oui. Les collaborateurs, pareil. Comment vous remontez un petit peu les idées, les infos, les décisions Parce que tu parles de gouvernance, mais il y a aussi effectivement... Bien sûr. En fait, nous, on est très proches. On n'est qu'une équipe de 20, en fait. Hein. Ouais. Donc, on est très, très proches. Il y en a pas mal. Il n'y avait pas beaucoup. Oui, mais enfin, on connaît très bien le métier de chacun et le quotidien de chacun, en fait. Ouais. Que ce soit Luciano à la gâchée ou Alex à l'usinage ou Camille au laboratoire, en fait, on leur parle pratiquement tous les jours. Ouais. Donc, par exemple, la prochaine usine, en fait, on l'a... donc nous, évidemment, on a dû faire une grosse base, hein, mais on a construit les zones avec leur point de vue. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont l'utiliser et c'est surtout eux qui ont plus d'expérience que nous. Nous, on se projette seulement dans ce qu'ils vont faire et eux le font déjà. Ouais. Donc, c'est une... Non, on pense que c'est très important de les impliquer. Ouais, super. Je pense qu'on s'oriente un peu vers la fin quand même. Je trouve cette conversation vraiment passionnante. On pourrait dire beaucoup de choses. Je suis content parce que c'est souvent ce que je dis à tous mes invités. Je pense que je ne me suis pas beaucoup trompé sur les personnes que je voulais avoir à ce micro. Il y a donc l'usine en Bretagne, à côté de Rennes. Et vous avez des bureaux à Paris. Donc, vous êtes une entreprise bretonne. Je ne sais pas si vous vous définissez comme ça. Et donc, effectivement, avec un pied à Paris. Pourquoi ? C'est une bonne question. En fait, d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que avant qu'Austria existe, nous, on avait notre vie personnelle, en fait, qui était arrivée à Paris. Ouais. Donc, je pense, en toute transparence, c'est avant tout personnel. Donc, ce qui nous amène à être tout le temps dans le train. On passe... En fait, c'est simple, il y a Maxime, Tanguy et moi. C'est seulement pour dire que vos transports sont décarbonés aussi, en fait. Bah non, mais on n'allait pas prendre la voiture, hein, ça c'est sûr. Et en fait, ce qui était à la base un point de vue personnel, de dire, en fait, nous, on n'est pas prêt à quitter Paris, où on a nos copines, nos amis, pour être à Rennes, où tu démarres un truc hyper engageant, où là, du coup, c'est silence radio sur tout le reste de ta vie, parce qu'il faut tout refaire aussi. Ouais. En fait, ce qui est devenu aussi moi, je pense, c'est un très bon équilibre.
Pourquoi ? Parce que on passe 2-3 jours quand même par semaine à Rennes, à l'atelier. Donc on est très au courant de ce qui se passe. En même temps, on donne peut-être un peu d'air. On n'est pas tout le temps là non plus. Ouais. Et pour moi, je suis très impliqué dans le projet. On est tous très impliqués. Donc des fois, je pense que c'est bien de ne pas avoir le mec tout le temps très impliqué dans le coin. Et ça a aussi une force d'être présent à Paris, c'est que tout notre business est à Paris. Ouais. Donc tous les rendez-vous commerciaux, ils sont à Paris. À chaque fois qu'on fait un événement, c'est à Paris. Maxime, ça aurait par exemple, vraiment pour le coup, Maxime, le directeur commercial, ça aurait vraiment pas de sens Qu'il soit à Rennes. qu'il soit à Rennes. Ouais. C'est terrible, hein. On retombe sur cette dimension très centralisatrice de notre pays. C'est vrai que pour l'économique, il est à Paris, quoi. C'est difficile de faire autrement. Un peu. Ouais. Un peu, ouais. Et en plus, pour enfoncer un peu le couteau ouais, dans le dos de la Bretagne. Non, parce que je suis vraiment... on est breton. On est breton en plus dans l'entreprise. Alors, les Bretons sont très à fond hein, sur le matériau. On vend pas mal en Bretagne. Mais les personnes qui ont le plus besoin de se différencier parce que la concurrence est le plus exacerbée dans le domaine de l'architecture, c'est à Paris. Ouais. Donc, c'est carrément eux qui tirent aujourd'hui commercialement le projet. C'est ce bassin parisien où il y a une très grosse concurrence. Et puis, regardez, j'ai un nouveau matériau, mais c'est incroyable. Et du coup, l'architecte gagne le projet comme ça. Ouais, d'accord. On n'en a pas suffisamment parlé. Votre premier persona, les premières personnes auxquelles vous vous adressez, ce sont les archis ? Oui, ouais. Les promoteurs immobiliers et les architectes. Ouais, parce qu'ils sont prescripteurs en vérité. Exactement. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont travailler, ils vont travailler sur des appels d'offres effectivement, sur, je sais pas, en fait, des logements collectifs, pas des maisons, mais du particulier, aussi, au siège, au logement collectif. Voilà, ouais. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que un des éléments différenciants, c'est justement ce genre de produit. C'est ce que je partageais un petit peu à un moment, c'est qu'en fait, vraiment, les matériaux, il y a très peu d'innovation. Ouais. Donc, en fait, l'archi, ça fait un peu 10 ans qu'il travaille, c'est un même mallette. Ouais. Donc, à un moment, il arrive avec un nouveau matériau, avec une belle histoire à raconter. Ouais. Même lui, en fait, ça l'excite. Il se dit, mais génial, en fait, j'ai un nouveau truc dans les mains et je vais essayer de l'évangéliser. Ouais. Nos clients, les architectes, c'est les premiers à pousser le produit. Ouais. Non, mais c'est vraiment formidable. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que j'aurai ça un jour chez moi. Avec plaisir. Faudra quand même attendre à un moment donné que l'année prochaine, ce sera un peu moins cher. C'est vrai. On va rester en contact, évidemment. Moi, je te remercie infiniment d'avoir fait le déplacement, parce qu'encore une fois, on est dans le studio qu'on vient d'installer à la Passerelle Coworking. Vous êtes dans un coworking à Paris Morning, oui, c'est ce que tu disais, sans dénoncer... avec un studio d'enregistrement, c'est ce que tu me disais. Exactement, ouais. Ce qui est quand même plutôt cool quand on crée du contenu, d'avoir un studio, d'enregistrer des podcasts. Je sais pas si... Je crois que c'est la première fois que tu passes un podcast. Oui, ouais. Ouais. Oui, parce que c'est ce que je disais, ça fait 1 an, on a commencé à discuter il y a 1 an, mais vous considériez, et sûrement à raison d'ailleurs, en fait, que vous étiez un petit peu... en tout cas pas mature, pas suffisamment mature pour prendre la parole, et je pense que c'est très, très sage décision, même si tu vois, t'es pas challengé, on va pas chercher la petite bête, on fait pas du journalisme pour... mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, vous gagnez en expérience, en recul, vous avancez step by step, et ça, c'est quand même vraiment bien, même s'il faut relativiser... Maintenant, le concept d'ailleurs, il y a un article dans Le Monde sur le concept de bon père de famille. Il va falloir, en fait, qu'on trouve le bon parent de famille. Je te remercie vraiment, Camille. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je pense que là, en fait, quand on enregistre à la veille de Noël. C'est aussi une période pendant laquelle on mange quand même beaucoup d'huîtres. Oui, il faut penser à nous. Là. On passe à nous. Je suis pas sûr que les consommateurs, peut-être que c'était une question à laquelle c'est même pas une question, c'est une question que je t'ai pas posée. Est-ce que les consommateurs peuvent s'organiser ou organiser la collecte de leurs déchets d'huîtres et puis mettre tout ça dans un énorme bac et envoyer ça à Austria, ouais.
Parce qu'on n'a pas quand même beaucoup parlé en fait de l'organisation de la collecte. Ouais, en fait... Tu le fais auprès des Australie, mais... En fait, aujourd'hui, la collecte auprès des particuliers, ça commence à se développer. Et souvent, les mairies communiquent autour de ça. Parce qu'en fait, ça bloque leurs incinérateurs, donc c'est vraiment pas le top. Ouais. Et donc, du coup, surtout la période des fêtes, de plus en plus, il va y avoir des collectivités qui vont organiser des collectes de fruits de mer. Ok. Donc nous, on est connectés. Parce que généralement, du coup, ces collectes, elles arrivent pour nous. Et donc, du coup, ça, c'est... Ouais, parce que vous ne prenez pas que des huîtres. Non. Huîtres, non, on est ouvert. On est ouvert. Bientôt les bigorneaux. Ah ouais? Bah, en fait... toutes les coquilles. Tout. À chaque fois, il faut changer la formulation, mais nous, on prend tout même. Un jour, j'ai mangé un coquillage. J'en découvre tous les jours. Qui s'appelle... Bon, écoute, t'as vu, je sais même plus. Qui s'appelle le... Bon, c'est vraiment un gros coquillage. Un normaux? Non. Putain, comment il s'appelle ce coquillage? Et en fait, tu l'ouvres, mais c'est une langue. C'est une... Bon, je retrouverai. Bref. Et donc, l'univers des coquillages est vraiment vaste, assez vaste. C'est vraiment passionnant. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était les coquilles. Et encore une fois, je te remercie d'être venu. J'espère que ça a plu à nos auditeurs. En tout cas, on voit que les alternatives existent, que de nombreuses personnes comme toi et tes 3 cofondateurs associés travaillent dessus, que c'est pas évident, qu'il faut du fric, qu'il faut du temps, qu'il faut un peu d'imagination, que les territoires, comme la Bretagne, sont des territoires pourvoyeurs d'innovation, même s'il faut les commercialiser à Paris et passer du temps à Paris pour ça. Qu'on progresse lentement, mais qu'on progresse, et qu'on voit même, au final, qu'il doit pouvoir exister des campagnes un peu d'influence pour essayer d'accélérer ces transitions. Gageons qu'on puisse... là aussi, en fait, y mettre plus de moyens, plus d'efforts, plus d'énergie pour aboutir à nos fins. Donc, encore une fois, je vais te laisser le dernier mot. Encore une fois, Camille, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de nous avoir permis de pouvoir porter la parole d'Austra ici. Moi, je suis très heureux d'avoir partagé le projet. Et j'espère surtout qu'on a permis à des personnes de se familiariser avec le recyclage des coquillages. Et de prendre conscience que l'économie circulaire, c'est cool et que c'est peut-être la nouvelle facette de l'industrie de demain.